La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Alors, chers amis, ici Mathieu Bock-Côté, et c'est un plaisir de vous accueillir à cette nouvelle édition de La vie des idées, cette émission qui espère connecter la vie intellectuelle à la vie publique et qui cherchera, au fil des semaines, à les éclairer mutuellement. Alors, on aime souvent classer les intellectuels en deux catégories. Il y aurait d'un côté les universitaires enfermés dans leur tour d'ivoire qui se parleraient entre collègues et qui disserteraient de choses savantes dans un langage abscon. Et il y aurait de l'autre côté les intellectuels médiatiques, happés par la vie publique, occupés à commenter l'actualité, au point de s'y perdre et de ne plus prendre le temps de penser. Je ne sais pas si cette catégorisation un peu grossière nous éclaire vraiment sur la vie intellectuelle, mais je sais qu'elle ne permet pas de rendre compte du travail de mon invité d'aujourd'hui. Marc Chevrier, qui est politologue, juriste, historien des idées et professeur au département des sciences politiques de l'UQAM. Car Marc Chevrier, en plus de ses travaux savants, mène une vie intellectuelle active dans ces lieux aussi particuliers qu'indispensables à la vie publique que sont les revues. C'est un collaborateur régulier de revues comme Argument ou l'Agora, et il vient d'ailleurs de faire paraître dans cette dernière une réflexion aussi passionnante qu'éclairante sur Justin Trudeau à la lumière de la figure d'Alcibiade. C'est un des intellectuels les plus importants du Québec, mais le savons-nous dans une société qui n'accorde peut-être pas toute l'importance qu'elle mérite à la vie intellectuelle. Marc Chevrier, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, avec vous, j'aimerais aborder certains thèmes, le rôle de la philosophie politique, la qualité de la vie intellectuelle québécoise et bien évidemment la situation actuelle du Québec dans le Canada. Mais j'aimerais commencer avec une question toute simple, à la lumière de votre texte tout récent consacré à Justin Trudeau, et c'est d'ailleurs le thème que j'ai donné un peu à cette émission aujourd'hui, à quoi peut servir la philosophie politique, de quelle manière peut-elle nous éclairer. Alors vous proposez dans l'Agora, tout récemment, un papier sur Justin Trudeau à la figure d'Alcibiade. Je reviendrai plus particulièrement sur ce papier tantôt, mais une question toute simple d'abord. De quelle manière la lecture des grands textes, de ce qu'on appelle les grands textes, des textes classiques, des philosophes aussi, peut nous éclairer pour comprendre notre actualité? Écoutez, c'est là une bien grande question. Je dirais, écoutez, la philosophie en général a une relation assez ambivalente avec tout ce qui est politique. Deux attitudes sont possibles, c'est dire au fond, la politique a tout faux, les catégories du politique ne sont pas les bonnes, elles se contentent de l'opinion, du variable, de préjugés. Bref, pour penser une politique qui soit, raisonnée, fondée en valeurs, sur des principes qui ne sont pas fluctuants, eh bien, il faut sortir du politique et prendre une voie qui est celle, qui a été imaginée par Platon. Le philosophe est celui qui se retire de la cité et qui la pense d'un lieu qui n'est pas celui de la cité. Et qui, par ailleurs, une fois qu'il a fait cette pensée, cherche souvent, hélas, à imposer son système sans égard à ce qui a fait la société dans son ensemble. C'est la tentation du roi philosophe. Oui. Et elle est toujours présente chez les philosophes d'aujourd'hui, dans la mesure où on pourrait dire, par exemple, que certains courants de la philosophie politique, finalement, cherchent à dégager des normes qui s'imposeraient à nos sociétés, quelles qu'elles soient, peu importe leur contexte ou leur tissu social. C'est une première approche possible. L'autre approche, c'est de dire, au fond, partons du politique et partons des questions qu'il pose, partons du langage qu'il utilise, de ses concepts, et essayons d'y trouver un peu de sens. Et il y a des œuvres qui peuvent, à mon avis, s'y prêter. Et des œuvres qui peuvent nous permettre de penser, finalement, qu'est-ce que c'est que gouverner, qu'est-ce que rechercher certains biens comme la liberté, la justice, mais toujours en partant de ce qui compose le politique ou la politique que nous avons devant nous, ou celle qui a déjà été, mais qu'on peut chercher à comprendre par des œuvres historiques, mais aussi des œuvres parfois philosophiques. Écoutez, j'ai pas de grande réponse à fournir sur qu'est-ce que la philosophie politique peut faire à l'égard de la politique d'aujourd'hui. Ça serait tout un débat. Mais je vous dirais que, au fond, pour moi, ce qui m'intéresse dans l'utilisation des grandes œuvres, c'est qu'elles ont
ce qu'elles ont à nous dire sur les événements et nous faire entrer dans l'intelligence même du politique où nous vivons. Donc, ce que je demande à une œuvre, au fond, c'est en quoi elle peut ajouter un éclairage que nous ne voyons pas, ou ce qu'elle peut nous dire sur ce que nous voyons déjà, mais peut-être pour y voir autrement les choses et voir certaines raisons qui nous échappent. Donc, pour moi, si j'avais une image à donner, les grandes œuvres souvent fonctionnent un peu comme des rayons X, c'est-à-dire que elles nous permettent d'entrer dans les choses sans nécessairement les modifier, en faisant apparaître certaines figures, un certain profil qu'on ne verrait pas autrement, mais la chose, bien sûr, ne se réduit pas à ce que nous voyons à travers la grande œuvre. Je ne pense pas que les grandes œuvres peuvent tout nous dire et elles ne mettent pas un point final, bien sûr, à notre interrogation. Mais je reprends néanmoins la question autrement. Vous nous dites qu'elles ne peuvent pas tout nous dire. Autrement dit, il ne suffit pas de se référer aux textes classiques pour épuiser notre enquête intellectuelle, notre enquête politique. Il n'en demeure pas moins qu'ils nous disent peut-être quelque chose d'irremplaçable. Quelle est cette chose, si je vous comprends bien, quelle est cette chose irremplaçable que peuvent nous dire les grandes œuvres? Je pense par exemple ici tout simplement à votre texte sur Justin Trudeau et Alcibiade. Pourquoi, qu'est-ce que ce passage par Alcibiade permet de dire sur Justin Trudeau qu'on ne pourrait pas dire autrement? Mais au fond, la question qui se pose, c'est, nous vivons en démocratie. Les gens votent et ont cette liberté extraordinaire de se déterminer sur des raisons qu'ils n'ont pas justifiées. Alors la question se pose, sur quoi se basent les gens pour voter? Est-ce qu'ils se basent essentiellement sur les discours, les raisons, les arguments du débat, ou est-ce qu'ils se fondent plutôt sur ce que font les acteurs, les candidats politiques, sur ce qu'ils incarnent? Et je dirais même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent encore, peut-être plus important, certains archétypes humains qui reviennent de temps à autre, qui viennent nous hanter? Et la question d'Alcibiade, pour moi, pose un peu celle-là. C'est-à-dire que... Présentez-nous Alcibiade en quelques mots, simplement. Alcibiade, c'est un acteur important de la Grèce classique. Donc, il faut se situer au temps d'Athènes, donc la fin du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Athènes, après avoir connu donc ce fameux siècle d'or, celui de Périclès, sa civilisation est à son sommet, malheureusement s'engage, comme c'est souvent le cas dans le monde grec, dans une guerre contre sa grande rivale qui est Sparte. Et Alcibiade est au fond un fils, un enfant né de très bonne famille, de famille aristocratique. Il est adopté par Périclès, qui est ce grand stratège qui est un général, mais qui est réélu systématiquement à la tête des armées, et qui, dans les faits, devient un peu de facto le gouvernant d'Athènes. Donc, il est adopté par Périclès. Et Alcibiade incarne cette figure un peu, je dirais, du jeune patricien fantasque. Il est célèbre par sa beauté, sa force, ses extravagances. Il s'est fait connaître par les courses de chevaux dont il était passé maître. Il a des mœurs très libres. Il séduit à gauche et à droite. Il ne laisse personne indifférent. D'après ce que l'on sait, bon, il n'avait pas une éloquence parfaite, mais il convainquait autrement par sa prestance, son aura. Et c'est ce personnage un peu fantasque, ce patricien, a de grandes ambitions. Et il va justement tenter de conduire une expédition, convaincre d'ailleurs les Athéniens de conduire une expédition punitive contre une cité en Sicile, qui va d'ailleurs tourner à la catastrophe. Et Alcibiade est donc un de ces acteurs de la cité d'Athènes, mais qui n'a pas cessé de fasciner les esprits. On lui consacre encore aujourd'hui des livres, même des romans. Donc, il incarne, je dirais, cette figure de l'aristocrate dans la démocratie. Et est-ce que la prétention d'un jeune aristocrate bien né, qui paraît bien, et qui voudrait accéder au pouvoir, n'a pas quelque chose de déstabilisant pour une démocratie? C'est une question fondamentale, et je ne crois pas que cette question-là soit reléguée à un passé lointain. Elle est toujours présente dans nos démocraties.
Parce que, en fait, comme je le souligne dans le texte, nous avons cette liberté extraordinaire de nous déterminer pour voter en fonction de critères qui nous sont propres, qui varient d'une personne à l'autre. Ça veut dire que nous avons peut-être aussi la liberté de choisir pour un candidat ou un autre en fonction de critères qui ne sont pas au fond très démocratiques, c'est-à-dire non pas le mérite, non pas l'excellence des discours, des arguments pour gouverner, mais plutôt les qualités personnelles des candidats et notamment certains candidats qui arrivent avec, on pourrait dire, un titre aristocratique. C'est-à-dire, ils sont les descendants d'une bonne famille, voire d'une famille gouvernante, qui a déjà un nom illustre. Ils ont bien sûr une éducation qui les sépare des autres. Ils ont déjà la gloire qui vient avec la notoriété. Et en plus, certains candidats aussi fascinent les foules par leur beauté ou certains traits physiques de leur caractère. Tout cela s'ajoute aux éléments qui peuvent finalement rendre certaines candidatures plus aristocratiques avec un parfum, je pourrais dire, de scandale ou de renommée. Et lorsqu'on regarde comment fonctionnent nos démocraties dans plusieurs pays, on s'aperçoit que la politique dynastique est un fait qui existe dans plusieurs grandes démocraties. On pense bien sûr aux dynasties Bush, Clinton aux États-Unis, aux dynasties Nehru-Gandhi en Inde, etc. Et bien, avec l'élection de Justin Trudeau au Canada, j'estime que nous entrons aussi dans une politique dynastique qui n'est pas entièrement nouvelle, puisque le phénomène dynastique ne se limite pas au poste de premier ministre. C'est un fait assez bien documenté. On pourrait sans doute encore mieux le documenter, mais en sciences politiques, nous savons que, par exemple, dans plusieurs assemblées à travers le monde, un pourcentage parfois important des parlementaires sont en fait les fils ou les filles d'eux. Et ce pourcentage atteint 17% dans la Chambre des députés à Bruxelles. Ce pourcentage était historiquement de 12% au Congrès américain jusqu'en 1966. Il a baissé depuis jusqu'à environ 6%. Mais cela dit, au-delà de la composition de nos assemblées, il y a bien sûr certains postes névralgiques de premier ministre ou de président qui attirent les enfants d'eux. Et qui partent, bien sûr, avec plusieurs longueurs d'avance. Et la question qui se pose, donc, c'est pourquoi cette fascination pour ces candidatures aristocratiques dans nos démocraties. Et les textes antiques, à mon avis, répondent bien à la question, car c'est les premiers à observer le phénomène. Vous avez utilisé un mot qui me semble fondamental. Vous avez parlé d'archétypes. D'une certaine manière, de ces schèmes inscrits dans l'imaginaire collectif ou dans la psyché humaine et qui reviennent, autrement dit, qui sont inamovibles dans l'existence d'une cité, dans l'existence même du genre humain d'une certaine manière. Est-ce que l'étude de ces textes classiques, vous parlez des textes de l'Antiquité, permet justement, parce que quelquefois la modernité a tendance à être autarcique, elle se croit autoréférentielle, elle croit avoir tout inventé, ne plus rien avoir à faire avec l'expérience humaine antérieure. Les modernes sont à ce point contents d'eux-mêmes qu'ils ne regardent le passé que pour se féliciter de ne plus lui ressembler. Est-ce que le retour sur des textes comme ceux que vous évoquez permet justement de dégager certains archétypes et de quelle manière, on pourrait dire, de rapprocher finalement, plus qu'on ne le croit, la politique moderne de la politique, par exemple, de la cité grecque ou de la politique pré-moderne, tout simplement? Effectivement, il y a cette prétention chez les modernes qu'ils peuvent dorénavant se dispenser de recourir à ce qu'on peut appeler la grande tradition politique, la tradition de la philosophie politique, qui a commencé avec les Grecs et qui se serait terminée, selon notamment Hannah Arendt, serait terminée avec Machiavel, Montesquieu, etc. Je vais te donner un autre exemple. Nous sommes confrontés depuis quelques années avec ce phénomène du djihadisme. Une chose me frappe. Pourquoi cette fascination de la jeunesse occidentale pour ce phénomène? On peut esquisser plusieurs tentatives de réponse et sans doute plusieurs sont pertinentes. Mais une chose me frappe, c'est que le djihadisme, sous les formes que nous voyons, exploite ce sentiment que nous, les modernes occidentaux, avons mis de côté, l'honneur.
Il y a un grand texte classique que je donne à lire à mes étudiants, qui est assez connu. C'est le discours de Périclès pendant la guerre du Péloponnèse, qui est cité dans Thucydide, dans son ouvrage La guerre du Péloponnèse. Et quand vous lisez ce texte, on est frappé d'une chose. Qu'est-ce que fait Périclès? Il défend la démocratie athénienne, qui est définie par sa liberté, sa tolérance, sa capacité d'engager la discussion sur tout, etc. Et il dit, notre démocratie n'a pas pour autant de moins bons guerriers que sa rivale, qui est Sparte. Mais quelle est cette rivale, Sparte? Sparte, au fond, c'est une société régie par ce sentiment très bien nommé par les anciens, qui est l'honneur, ou ce que les Grecs appelaient le thymos, le courage qui naît du cœur, l'ardeur à combattre, et qui pour les Grecs était un sentiment fondamental qui naissait dans une partie de la psyché humaine à distinguer les simples désirs physiologiques et de la raison. Et Sparte était au fond une cité régie au fond sur le principe de l'honneur guerrier. Et toute son organisation sociale en découlait. Et au fond, l'enjeu du discours de Périclès, c'était de savoir, est-ce que notre démocratie a assez de ressources, de qualité pour faire face à une société qui, elle, régit autrement sur ce principe de l'honneur? Je dirais, ce grand texte nous pose une question fondamentale et qui renvoie à nous les modernes. Est-ce que nous pouvons nous dispenser du principe de l'honneur dans nos sociétés? Est-ce que vous posez cette question? Je me permets de vous la relancer autrement. Vous dites « nous les modernes ». C'est effectivement la bonne référence, je crois, mais est-ce qu'on peut croire que jusqu'à tout récemment, nos sociétés avaient quand même un certain sens de l'honneur? Je pense ici à deux figures qui me sont chères, le général de Gaulle d'un côté, Winston Churchill de l'autre. Quand on pense au général de Gaulle, en 1940, c'est le sentiment de l'honneur de la patrie. D'ailleurs, si je me trompe pas, honneur et patrie, telle est la France libre, c'est la devise. Quand on pense à Churchill, qui sauve l'honneur de l'Occident et qui joue cette corde au moment de la bataille d'Angleterre, est-ce qu'on peut dire que le sentiment de l'honneur n'est pas demeuré d'une certaine manière présent dans nos sociétés jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire jusqu'à quelques décennies? Je ne dis pas qu'il a disparu, et sans doute qu'il a été activé pendant ces conflits extrêmes des deux grandes guerres. Cependant, une fois qu'on sort de la guerre, qu'on retourne à une existence plus normale, que dit le discours dominant, qui est inspiré en cela par le libéralisme? Il dit au fond, les modernes n'ont plus besoin de l'honneur, encore moins besoin de développer les qualités guerrières, puisque les sociétés modernes sont fondées plutôt sur le commerce, qui remplace la guerre. C'est le fameux discours de Benjamin Constant. Et ensuite, les revendications de l'honneur sont mises de côté ou nommées autrement. Je pense à l'œuvre de Charles Taylor, lorsque vous lisez son ouvrage sur le multiculturalisme. De la reconnaissance. Ben c'est ça, oui. Sa thèse à lui, c'est qu'au fond, le sentiment de l'honneur a été remplacé dans nos sociétés par le désir de reconnaissance. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je ne dis pas qu'on doit réactiver le sentiment de l'honneur tel qu'il s'est déjà exprimé dans l'histoire, c'est pas du tout ma thèse, mais je pose seulement la question, est-ce qu'on peut se dispenser de l'honneur et est-ce qu'il la réponse des modernes, la réponse libérale, savoir que le commerce remplace la guerre, ou la réponse de Taylor ou d'autres, à savoir le désir de reconnaissance des groupes et des individus se substitue au sentiment de l'honneur, est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Et j'ai l'impression qu'au fond, la menace djihadiste vise un peu cette faiblesse de nos démocraties modernes qui croient s'être dispensées de la question de l'honneur. Je reprends votre propos en le projetant autrement. Vous parlez de la question de l'honneur. Je me permets de noter la chose suivante. Ce sentiment qui loge dans le cœur de l'homme d'une manière ou de l'autre. L'anthropologie moderne peut l'étouffer, peut le nier, il ne disparaît pas pour autant.
n'avons-nous pas tendance, par exemple, à le transposer dans ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort ou à raison, la fantasy? C'est-à-dire ces espèces de récits du genre Seigneur des Anneaux. Tolkien était, par exemple, une figure animée par ce sentiment, ces valeurs antiques. Nous le projetons dans ces productions à grand déploiement souvent, ou des séries comme des séries télé, certains films, certaines séries télévisées qui mettent en scène justement des vertus oubliées, des sentiments oubliés par les modernes, et d'une certaine manière, ils touchent la fibre de certains adolescents qui sentent une forme de sécheresse des temps modernes, une sécheresse spirituelle des temps modernes, et qui vont trouver ça. Je redonne l'exemple du Seigneur des Anneaux parce que c'est probablement celui qui l'a mieux fait. On pourrait même penser à un film comme Star Wars qui était dans l'actualité tout récemment. Vous avez raison, là, j'abonde dans le même sens. Le sentiment de l'honneur existe toujours du point de vue anthropologique, mais la société libérale moderne lui donne pas d'exutoire reconnu dans la société, sauf par la voie de l'imagination qu'exploite abondamment le cinéma, le vidéo, etc. Et les Américains le font très bien. Donc oui, j'abonde tout à fait dans le même sens. Et je dirais aussi, bon, vous avez évoqué la figure du général de Gaulle ou même Winston Churchill. Les nations l'ont fait, mais comme le sentiment national aujourd'hui, qu'on soit en Amérique ou en Europe, n'a plus la force qu'il avait, il est même contesté. La conséquence de ça, c'est que évidemment le mode national d'expérience de ce qu'est l'honneur ne trouve plus non plus d'exutoire et même refusé en tant que tel. Donc, ce qui laisse plus de place à ce sentiment humain, qui peut évidemment se satisfaire par l'imagination, comme vous l'avez souligné. Vous avez dirigé il y a un temps un ouvrage qui avait pour titre, je l'ai ici, Par-delà l'école machine. Par-delà l'école machine, c'est un ouvrage donc critique humaniste et moderne de la réforme pédagogique au Québec. Dans cet ouvrage, c'était une critique, en fait, on pourrait dire, de la philosophie dominante de l'éducation au Québec, de ce socio-constructivisme, de cette construction par soi-même de l'apprenant. On connaît chacune de ces formules. Est-ce que, d'une certaine manière, ces sentiments oubliés par les modernes, sachant que la pente naturelle de la démocratie, c'est l'autocélébration, la pente naturelle de la modernité, c'est le sentiment, justement, de ne rien devoir à personne sinon qu'à elle-même, est-ce que dans ce livre, vous évoquiez l'importance, justement, je référais tantôt, des textes fondamentaux, du détour par les œuvres pour se civiliser soi-même? Est-ce que ces sentiments oubliés par la modernité ne pourraient pas théoriquement être préservés, même si ce n'est pas de manière très vive, ne pourraient pas être préservés justement par une conversation avec les œuvres, avec certains textes, avec certains auteurs, avec certains moments de l'histoire qui touchent une part de l'être humain qui ne trouve pas satisfaction dans la société libérale de commerce? Bien sûr. Vous avez évoqué donc ce texte publié dans Par-delà l'école machine. Aux éditions Multimonde en 2010. Tout à fait. Mais j'ai aussi piloté avec d'autres un dossier dans la revue Arguments sur l'éducation des sentiments. Et autant la philosophie que la littérature peuvent enseigner justement l'éventail des sentiments humains. Et c'est une des conséquences de l'éducation que nous avons aujourd'hui dans nos écoles. L'éducation que nous avons est en fait extraordinairement cognitiviste, c'est-à-dire au fond, on considère que l'être humain est habité par une intelligence résonante qui fonctionne avec des concepts, le langage, et l'école est seulement pour fonction essentiellement de développer des habiletés intellectuelles qui tournent autour de certains concepts que les pédagogues appellent les compétences, et à cela s'ajoute l'éducation physique. Mais il n'y a pas d'entre-deux, c'est-à-dire que l'école n'est pas là pour justement enseigner ce qui ne se réduit pas au simple jeu résonnant de l'esprit, c'est-à-dire les sentiments. Alors, les sentiments humains nous habitent, mais il faut savoir les nommer, les interpréter, discuter de leurs valeurs, de leur interaction, et évidemment de leur coexistence avec d'autres aspects de l'existence ou d'autres aspects de la psyché humaine, etc. Et la littérature le fait excellemment. Je me permets de vous placer un court instant dans une position inconfortable qui sera celle du pédagogue en chef du Québec. Imaginons que devant un jeune esprit
qui a des facultés intellectuelles bien réelles, mais qui ne trouve pas satisfaction dans l'école québécoise et qui a un désir de lecture. Vous avez devant vous un jeune homme ou une jeune femme qui a un désir de lecture. Il veut se plonger dans le monde de l'esprit. Il doit commencer par une œuvre, ou à la rigueur, par un choix de 1, 2 ou 3 œuvres. Quel livre spontanément suggéreriez-vous à un jeune homme qui est en quête d'autre chose que ce que fournit notre éducation? Il y a bien des choix, mais je commencerai d'abord par Homère. Ah, bien sûr. Le retour au premier texte de civilisation. Oui, et en fait, justement, l'Odyssée, je parlais l'Iliade. de l'honneur. Bon, évidemment, la société homérique est codifiée par l'honneur. Mais évidemment, je ne veux pas réduire Homère à cela. Mais c'est un texte fondamental, c'est un texte extraordinairement dépaysant, même difficile peut-être d'accès au début, mais bon, une fois qu'on a compris un peu les paramètres, on peut s'y lancer. Et bon, évidemment, on peut ajouter beaucoup d'autres œuvres, et ça dépend aussi de l'auditoire auquel on fait face. Un jeune homme qui aime beaucoup l'action, peut-être que je lui ferais lire, moi, Salammbô de Flaubert, où on a des batailles d'éléphants extraordinaires qui sont décrites avec un sens de l'image, ou du Victor Hugo, qui est un auteur très visuel, presque cinématographe. Un autre auditoire, peut-être que je suggérerais d'autres œuvres. Enfin, les œuvres ne manquent pas, mais il faut... Encore doit-on avoir le sentiment qu'elles doivent être transmises? D'une part, et d'autre part, il faut, accepter une certaine humilité face à ces œuvres, en ce sens que nous les connaissons pas toutes parfaitement, nous n'avons pas non plus idée de ce qu'elles pourraient nous dire, et par ailleurs, nous avons sans cesse à découvrir du nouveau à leur sujet. Et un bon pédagogue, finalement, ne se lâche jamais de les enseigner parce que lui-même en redécouvre sans cesse. Alors, Marc Chevrier, nous allons prendre une petite pause pour la publicité. Nous revenons dans quelques instants pour poursuivre cet échange à la vie des idées. Radio VM, au cœur de l'essentiel. Alors, de retour à la vie des idées avec Mathieu Bock-Côté, cette émission qui cherche à comprendre la cité à la lumière des grandes questions intellectuelles, pourrait-on dire, et qui cherche autrement dit à mettre la vie des idées au service de la cité, et inversement. Nous recevons aujourd'hui le politologue, l'historien des idées, le juriste, me permettrait-il de dire aussi le philosophe Marc Chevrier. Nous nous sommes quittés il y a quelques instants au moment d'une discussion qui portait sur d'une certaine manière, la meilleure, les œuvres à transmettre, les œuvres de l'esprit, leur capacité civilisatrice. Je demandais à Marc Chevrier quels sont les livres spontanément il voudrait, à partir desquels il pourrait commencer l'éducation d'un jeune homme ou d'une jeune femme avec une quête intellectuelle, une quête spirituelle dans notre système d'éducation qui trop souvent est décevant. Marc Chevrier, j'aimerais vous ramener donc sur le livre que vous avez dirigé, Par-delà l'école machine, et le beau numéro, effectivement, de la revue d'arguments que vous avez dirigé il y a un temps aussi, auquel vous avez contribué sur l'éducation des sentiments. Alors, c'est une formule un peu étrange pour les contemporains que nous sommes, l'éducation des sentiments. On a normalement l'impression que le rôle de l'école est de nous transmettre des compétences, peut-être à la rigueur quelques connaissances, mais de quel droit l'école se mêlerait-elle d'éduquer nos sentiments qui sont la chose la plus intime, la plus privée qui soit? Que peut vouloir dire l'éducation des sentiments? Bien, au fond, c'est donner à voir l'aventure humaine. Parce que chaque enfant, chaque jeune homme, chaque jeune femme à l'école commence son aventure. Et ce qui fait partie de l'aventure humaine, c'est d'éprouver un certain nombre de sentiments qui, évidemment, façonnent la vie et qui parfois nous étranglent puisqu'ils sont omniprésents dans notre existence sans qu'on puisse les démêler ou les reconnaître comme tels. Alors, l'éducation des sentiments, ce n'est pas nécessairement viser la part la plus intime de chaque être, mais c'est donner à chaque être la possibilité d'interpréter cette part intime et d'y avancer.
Et lorsqu'on donne à lire des grandes œuvres littéraires ou philosophiques, ou des grands historiens parfois peuvent aussi nous éduquer sur les sentiments, on donne à voir en fait des exemples humains qui parfois deviennent comme des archétypes, mot que j'ai déjà utilisé, et un peu comme les acteurs dans une pièce, et qui jouent pour nous finalement des vies où des sentiments sont en jeu. Et certaines œuvres sont remarquables justement parce qu'elles exaltent, elles donnent une peinture de certains sentiments qui est indépassable et qui nous permet finalement de voir avec profondeur et acuité ce qu'est par exemple être amoureux, ce qu'est être orgueilleux, avaricieux, vengeur, habité du sentiment de vengeance, qu'est-ce que la sollicitude, la gratitude, le courage, l'amitié, etc. Donc je pourrais en nommer plusieurs de ces sentiments. Et au fond, en donnant à lire ces œuvres à nos jeunes, on leur dit, écoutez, vous commencez une grande aventure. Et chacun de vous ne répétera pas nécessairement ce que les autres ont fait avant vous, mais nous vous donnons à voir justement ces auteurs, ces personnages qui, un peu comme vous, sont perplexes devant la vie, ne savent pas où donner de la tête. Ils avancent, ils reculent, ils sont aux prises avec certaines situations difficiles. Mais ce qui les motive, c'est finalement certains grands sentiments. Certains poussent l'être humain vers le sommet, d'autres au contraire vers les bas-fonds. Mais justement, il faut donner ce savoir qui nous permet non seulement d'apprécier la variété des sentiments humains, mais savoir aussi les distinguer, les hiérarchiser. Ils ne se valent pas tous. Et donc, il y a une conversation qui se fait dans les grandes œuvres sur ces sentiments. Et je ne vois pas pourquoi on devrait refuser aux jeunes, comme aux moins jeunes d'ailleurs, l'accès à cette conversation. L'école québécoise est l'objet d'une querelle politique, d'une certaine manière. On a quelquefois, il y a eu évidemment une confiscation du discours sur l'école par ce que vous avez déjà nommé, si je ne me trompe pas, le complexe pédago-ministériel, c'est-à-dire les sciences de l'éducation et le ministère de l'éducation qui abolissent les préoccupations classiques de la transmission pour présenter tout cela sous le signe de forme de technique, une technique de transmission, d'apprentissage de compétences. Bon. Alors il y a une querelle. Plusieurs se demandent si l'école n'a pas abandonné sa mission de transmission. Plusieurs se demandent si l'école n'a pas renoncé finalement à transmettre la culture et surtout peut-être même la part nécessaire d'admiration pour entrer dans le monde de la culture. Car nous devons admirer pour lire véritablement. Imaginons, je vous projette encore une fois dans une vie qui n'est pas la vôtre, imaginons que vous soyez ministre de l'Éducation pour un instant. Quelle serait, sachant qu'on ne peut pas faire une révolution demain matin, quelle serait la première réforme, si vous en aviez la possibilité, pour restaurer une certaine pédagogie, une certaine conception d'éducation qui permettrait de réhabiliter ce rapport à la culture que vous nous proposez? Deux choses. Il est certain que je mettrai au programme l'étude de plusieurs grandes œuvres, mais au-delà de la simple composition du programme, il me semble que notre système d'éducation souffre de quelque chose qui est typique des modernes, ce n'est pas propre au Québec, c'est au fond la perte de toute tradition. Hannah Arendt, dans un texte profond, disait qu'au fond, pour avoir accès au passé, il faut une tradition. La tradition, c'est ce qui met en forme finalement certains événements du passé, qui les interprète et qui retournent à une certaine origine, d'où tout débute. Lorsqu'une société perd toute tradition, d'une certaine façon, elle ne voit plus que du passé. Et le passé est une matière morte. Est une matière morte, inerte, sans intérêt. Et nous vivons donc un peu dans ce temps post-historique que plusieurs ont déjà dépeint. Lewis Mumford, ce grand urbaniste historien américain, avait déjà en 1956 annoncé l'ère de l'homme post-historique. Et il pensait aux États-Unis, à l'Europe. Donc le Québec en cela n'est pas unique. Mais il me frappe quand on lit par exemple les ouvrages pédagogiques qui se publiaient au Québec jusqu'au début des années 60.
on constate que les écrits supposent qu'il y a une tradition pédagogique tout d'abord, propre au Québec, une tradition de texte, un canon de texte qu'on utilise, qui est sans doute pas parfait, on peut l'améliorer, chaque génération peut remettre en question ce canon et y ajouter, elle peut y retrancher, bon c'est normal, c'est le jeu des générations, mais le fait d'avoir une tradition nous permet finalement de prendre possession du passé et de l'exploiter, de s'en enrichir. Mais sans tradition, il n'y a que du passé, et le passé est absolument sans intérêt. Et c'est un peu là où nous sommes, c'est-à-dire que l'enseignement québécois, pour moi, est un enseignement profondément post-historique. Il n'y a pas de passé, mais il n'y a même pas de passé pédagogique ou de tradition pédagogique dont on puisse se réclamer, puisque l'outil même de la tradition a disparu. Donc, nous voilà dans une drôle de situation. Et par ailleurs, outre ces réformes, il me semble qu'une réforme de bon sens serait de permettre à nos maîtres en littérature, en histoire, en géographie, en chimie, de pouvoir enseigner dans une école secondaire. Sans passer par le baccalauréat en sciences de qui dure 4 l'éducation. ans chez nous, qui est bien sûr à faire une formation en pédagogie. Je suis loin de rejeter la pédagogie qui est essentielle, mais il me semble que l'enseignement pédagogique a pris le pas sur l'enseignement des matières et ça donne un résultat dont on ne peut pas se réjouir. Alors, Marc Chevrier, je m'en voudrais terriblement de vous avoir à ce micro et de ne pas vous parler d'un autre grand thème de votre réflexion, qui est la question de la République et plus largement la question de notre rapport au Canada, de notre manière d'habiter politiquement le Québec. Vous avez publié il y a quelques années un livre, La République québécoise, hommage, au pluriel, à une idée suspecte. Vous êtes un de ceux qui a contribué à réhabiliter l'idée républicaine dans notre vie intellectuelle, je n'oserais dire dans notre vie politique parce qu'elle en semble plutôt absente. Mais au cœur de votre enquête sur la question de la République, quelle conception du politique pouvait-on retrouver? Écoutez, une raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, et comme vous l'avez dit, d'autres que moi aussi ont tenté de remettre au goût du jour ou de remettre en scène l'idée de République. L'idée, au fond, c'était de comprendre, bien sûr, autrement notre passé, et j'ai évoqué l'idée de tradition, mais peut-être de faire émerger ce qui pourrait devenir une tradition républicaine, ou du moins ce qui, dans notre passé, s'est manifesté comme une forme de tradition républicaine, certes pas dominante, elle a toujours été marginalisée dans notre histoire, mais qui nous permettrait peut-être de voir autrement ce que sont la démocratie, la liberté, la justice, notre rapport à l'économie, etc. Et au Québec, en fait, l'idéologie dominante au Québec, et ça depuis le 19e siècle, c'est le libéralisme. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Parce que le libéralisme n'est pas une idéologie universelle qui s'exprime d'une seule manière. Il y a des libéralismes. Et le libéralisme dont nous avons hérité ou qui nous a été imposé, c'est selon, chez nous, est un libéralisme profondément anglais. Ce que j'appelle le libéralisme Whig. Mm-hmm. Le Whig, c'est le terme dont on désigne les libéraux en Grande-Bretagne depuis en fait le 17-18e siècle, qui s'opposaient aux Tories. Donc, nous avons une tradition libérale, mais qui est profondément anglaise, et qui vient du fait qu'au fond, les institutions et même le langage politique que nous utilisons encore aujourd'hui est largement tributaire du fonds britannique. Et un fonds britannique, bien sûr, marqué par le libéralisme qui a triomphé en Angleterre après la glorieuse révolution de 1689. Alors, et quand on lit les ouvrages de nos historiens des idées ou même des gens qui s'intéressent à notre vie politique, on lit souvent que le Québec est libéral, adhère massivement au libéralisme, sauf bien sûr
on oppose à ces libéraux ceux qu'on désigne comme conservateurs, traditionnalistes, ultramontains, etc. Donc, au fond, il y aurait un vieux débat au Québec entre ceux qui adhèrent au libéralisme et ceux qui s'y refusent au nom du traditionnalisme. Entre les modernes et les antimodernes, finalement. Oui, on pourrait, à la limite, accepter cet antagonisme. Mais j'étais, moi et d'autres, je suis pas le seul dans cette aventure, j'étais profondément insatisfait de ce discours. Et j'étais surtout frappé du fait que, par exemple, les patriotes, dans notre histoire, sont souvent présentés un peu comme des libéraux avant terme. Ils ont eu le malheur d'être trop libéral dans un contexte colonial, et finalement, le libéralisme s'est installé après eux, tant et si bien que on aurait réalisé aujourd'hui les grandes revendications des patriotes, c'est-à-dire la démocratie sous la forme du parlementarisme anglais fondé sur ce qu'on appelle le gouvernement responsable. Alors, ce discours pour moi était profondément insatisfaisant. Et je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi on pouvait traiter les patriotes de libéraux alors qu'ils s'opposaient à des libéraux. Leurs opposants étaient des libéraux à la Chambre de députés, sous le bas Canada, etc. Donc, et finalement, de fil en aiguille, par mes lectures, et en découvrant des œuvres qui pour moi ont été fondamentales, je pense à La petite loterie de Stéphane Kelly, qui réussit avec un brio, à mon avis, inégalé au Québec, à mêler sociologie politique, histoire et philosophie politique. Et justement, ce mélange m'a un peu guidé pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il est possible de combiner une approche qui se réclame à la fois de la philosophie politique, de l'histoire et de l'analyse plus des institutions ou de ce qui est plus de la sociologie. Et qu'avez-vous trouvé dans cette tradition républicaine? Alors justement, un autre discours que celui du libéralisme. Et c'est-à-dire que c'est ce discours qui est maintenant assez bien connu dès qu'on sort du Québec, puisqu'il n'y a pas qu'au Québec qu'on s'intéresse aux idées républicaines, on s'y intéresse en Europe, aux États-Unis et même en Angleterre. Et on s'aperçoit que finalement, le langage des patriotes s'inscrit dans ce discours républicain occidental qui justement s'est activé en Occident par la redécouverte du républicanisme classique, c'est-à-dire celui des anciens, c'est-à-dire redécouverte d'Aristote, de Cicéron chez les Romains. Et donc ce républicanisme classique, dans l'histoire de l'Occident, a refait surface à plusieurs occasions, à la fin du Moyen Âge, pendant la Renaissance, et il y a toujours eu, à travers l'histoire, une tentative chez les penseurs et même les acteurs politiques de trouver dans le vocabulaire, dans les concepts, les œuvres des anciens, grecs et latins, au fond, le bréviaire du politique pour leur politique de leur temps. Le républicanisme revient à la manière de désir de participation civique, finalement. Entre autres, et participation civique, et une conception de la liberté où participer aux politiques sous la forme du citoyen était comment dire l'attribut principal de la liberté. Donc être libre, c'est d'abord agir ou surtout coagir, puisque la liberté républicaine n'est pas une liberté d'homme isolé ou de femme isolée, c'est une liberté de coaction. Ce n'est pas une liberté enfermée dans l'intime, mais c'est une liberté qui se donne dans la cité. Et qui se donne à voir. La liberté républicaine est une liberté dans le public. Ce qui est dans le public peut bien sûr faire l'objet d'une confrontation, d'une contestation, mais aussi d'une appropriation par autrui pour fonder un projet collectif. Et donc, ce républicanisme a fasciné l'Occident, ce républicanisme ancien, ce qui ne veut pas dire que cette relecture des anciens supposait qu'on retranspose bêtement, puisque les modernes ont aussi ajouté à ces éléments et se sont appropriés à leur manière ce républicanisme classique. Et on sait que, et c'est ça qui est le plus étonnant, le républicanisme dont s'est abreuvé le mouvement patriote, en fait, puisait ses sources, bien sûr, dans la France. Les patriotes lisaient les auteurs français, Montesquieu, Rousseau, etc. Mais dans deux autres sources moins connues, une source anglaise et une source américaine.
Et on doit beaucoup aux travaux de l'école dite de Cambridge. De Quentin Skinner. Donc, Quentin Skinner et John Pocock sont des historiens des idées qui, justement, ont su, débusquer dans la tradition occidentale cet autre discours concurrent du libéralisme, qui est le républicanisme. Et ce républicanisme s'est exprimé dans l'Angleterre du XVIIe siècle, dans ce qu'on appelle, chez les historiens, le Country Party, et transité vers les Américains et ensuite par le Bas-Canada. Je me permets de passer de cette réflexion sur le républicanisme au Bas-Canada et ensuite au Québec à partir, je dirais, de cette réflexion sur le républicanisme, vous avez développé au fil du temps une réflexion assez particulière, assez unique, dégagée de toute affiliation partisane sur la vie politique et la vie politique québécoise et la vie politique canadienne. Vous avez déjà, si je ne me trompe pas, qualifié le Canada d'un pays qui conserve encore, au-delà des institutions, une forme de politique monarchique, une politique presque impériale même quelquefois. Pourriez-vous développer un peu sur cette idée du Canada qui conserverait, malgré ce qu'il en dit, une forme de politique animée par une logique impériale et monarchique? Pour le principe monarchique, oui, le Canada a conservé, je dirais, certains traits d'une forme monarchique d'exercice du pouvoir. Le Canada a été forgé par l'Empire britannique. C'est un prolongement donc du Royaume-Uni, et même les Canadiens anglais ou les Britanniques vivant au Canada, parce qu'ils ont tardé à se considérer comme des Canadiens anglais, voyaient le Canada comme une Nova Britannia, une Nouvelle-Bretagne. Et la fille la plus fidèle de l'Angleterre. Tout à fait. Et d'ailleurs, si on compare le Canada à d'autres pays fondés par les Britanniques, je pense à l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Canada est probablement le plus monarchiste de toutes les colonies britanniques. C'est comme si, au fond, c'est au Canada où la peur de perdre le sentiment monarchiste et ses institutions s'est exprimée avec le plus d'acuité, alors que les Australiens, par exemple, lorsqu'ils se sont donnés une constitution en 1901, ont pris la liberté de puiser autant dans le républicanisme suisse qu'américain pour composer dans leur constitution. Chez nous, on a au contraire créé une constitution qui donne des pouvoirs extraordinaires au premier ministre, qui, en fait, comme plusieurs l'ont dit, est un monarque élu. Nous avons une conception de la constitution qui demeurait profondément conservatrice dans le sens de la tradition britannique. Je renvoie à Edmund Burke, donc une constitution organique qui évolue dans le temps, qui n'est pas du tout écrite dans le sens qu'elle ne fait pas l'objet de documents formels, prend pas la forme de documents formels. Elle n'est surtout pas soumise au peuple pour son approbation. Donc la Constitution est cet ouvrage du temps qui, au fond, n'est comprise que par quelques juristes et praticiens du pouvoir. Et donc cette conception conservatrice, organique, est encore à la base de notre système constitutionnel, et c'est un système constitutionnel où, finalement, comme le peuple n'est pas souverain, dans le sens où il n'est pas appelé à fonder la cité. À se fonder la cité, notamment en approuvant une constitution, et dans le sens aussi où, peut-être plus profondément, le peuple n'est pas à même de voir au bien public. Et regardez la manière dont le système canadien fonctionne. D'abord, le langage. C'est la couronne chez nous qui voit au bien public. Lorsqu'on intente une poursuite criminelle, c'est la couronne contre un inculpé. Et regardez nos monuments. Nos monuments à Montréal, c'est saisissant. Il n'y a presque aucun monument qui célèbre la capacité du peuple à fonder, à voir au bien public. Mais par contre... On célèbre plutôt ces bienfaiteurs venus d'en haut. Les monarques. Ce sont nos monarques qui répandent la société de leurs bienfaits. C'est pas le peuple. Le peuple n'est pas un acteur, et cela transparaît dans notre langage, dans nos monuments, et je dirais aussi dans nos institutions, puisqu'il y a encore chez nos élites une méfiance assez profonde à l'idée de laisser au peuple le dernier mot. Et de quelle manière, dans un cadre québécois, le mouvement souverainiste a-t-il ou plus largement le mouvement nationaliste, a-t-il appris à jouer avec ce cadre politique? S'est-il laissé domestiquer malgré lui par cette culture politique d'inspiration monarchique?
Hélas, oui. Et pour moi, ça explique entre autres la tragédie de la dernière élection où on a vu Pauline Marois finalement abuser de cette prérogative monarchiste qui donne au premier ministre la possibilité de déclencher des élections anticipées. Et bon, on sait, ça s'est retourné contre le Parti québécois. Et pourquoi parlez-vous d'une tragédie? Une tragédie dans le sens où c'est-à-dire qu'il me semble que parfois, au Québec, nous utilisons les institutions britanniques parce que nous n'en connaissons pas d'autres, mais souvent sans génie. Nous nous laissons aplatir par elles. C'est-à-dire que nous n'exprimons pas un génie propre au Québec dans ces institutions. Nous les utilisons, nous les comprenons assez bien, mais elles n'expriment pas le génie propre aux Québécois et qui subissent un peu ces institutions, bon gré mal gré, et sans doute qu'on peut y trouver du bon. Mais par exemple, une chose me frappe dans le mouvement souverainiste, c'est que il y a cette idée très très prégnante que le pouvoir se conquiert à la britannique. Dans notre système électoral, qui sera peut-être changé un jour par Justin Trudeau ou un autre, c'est une minorité qui gagne les élections, sauf rarement. Il arrive parfois qu'une véritable majorité gouverne. Mais le plus souvent, nous vivons dans un système de minorité prépondérante. C'est la plus grande minorité qui l'emporte. C'est ainsi que fonctionne notre système électoral. Ce système fonctionne dans le cadre britannique, je dirais, pour la politique ordinaire. C'est-à-dire qu'il est tolérable que la minorité prépondérante gouverne dans la mesure où nous savons qu'il y a des sauvegardes et nous savons qu'il y a la possibilité de la renvoyer dans l'opposition. Et là, une autre minorité prépondérante prendra le pouvoir. Mais, si vous voulez fonder un pays, ça ne fonctionne pas. C'est pas une minorité prépondérante qui peut faire un pays. C'est une réelle majorité. Et de là, le drame de l'incapacité de passer de l'élection au référendum. Tout à fait. C'est-à-dire que le système parlementaire britannique n'est pas un système qui nous apprend à gouverner pour une vraie majorité. C'est un système qui nous apprend à gouverner pour une minorité prépondérante. Et fabriquer une vraie majorité, c'est quelque chose de très difficile. Et d'autant plus difficile qu'on n'a pas les institutions nécessaires pour le faire, et encore moins l'esprit. Et l'esprit des institutions parlementaires britanniques, c'est celui de la minorité prépondérante. Est-il possible pour jusqu'ici, les souverainistes, vous me direz, ont peut-être eu la tentation à quelques moments de se révolter d'une manière ou de l'autre contre ce système, contre cette logique. Est-il possible, comment peut-on imaginer une forme de défi, de transgression de cette culture politique qui nous est imposée et qui étouffe peut-être nos aspirations à l'émancipation? Bon, je ne suis pas un devin. Je ne veux pas vous transformer en stratège, donc je le ferai. Mais une chose me frappe, par exemple, c'est l'impossibilité de gouverner par coalition au Québec. On s'y refuse. C'est une façon, je ne dis pas que c'est la meilleure, ou je ne suis pas sûr non plus qu'elle fonctionnerait facilement, mais je regarde ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays, où on a des gouvernements parlementaires. Il y a des gouvernements parlementaires en Scandinavie, mais ils ne fonctionnent pas à la britannique. Ils fonctionnent à un autre esprit. C'est un esprit plutôt qui vise la majorité réelle au pouvoir et non pas la minorité prépondérante. Alors, si, par exemple, à la suite de l'élection du Parti québécois en 2014, on s'était dit... 2012. On se faisait la réflexion, faisons une coalition. Bon, peut-être qu'on serait dans d'autres univers. Mais je constate que au Québec comme ailleurs au Canada, nous n'avons pas cette culture et nous avons encore beaucoup de réticence à aller au-delà. Donc, même si on change de mode de scrutin, il n'est pas certain qu'on aille dans cette direction-là, parce qu'on sait très bien que le mode de scrutin ne détermine pas tout. C'est une facette parmi d'autres de la culture politique. Tout à fait, du fonctionnement des institutions. Est-ce que, je me permets, nous arrivons vers la fin de cette émission, et en moi, la conviction ressurgit sous la forme d'une question, à la manière d'une inquiétude, d'une espérance. On est en ce moment au Québec, le sentiment général est que le mouvement souverainiste ou la quête d'indépendance traverse une période de base historique, que nous sommes dans une forme d'impasse même. Partagez-vous ce sentiment que la quête d'indépendance au Québec soit aujourd'hui dans l'impasse? Elle fait face certainement à de très grandes difficultés qui peuvent nous faire conclure à l'impasse ou au cul-de-sac ou c'est la même chose. Est-ce que c'est irrémédiable? Je n'en sais guère rien. Mais
Je dirais que, au fond, il me semble que nous sommes, le mouvement indépendantiste ou le mouvement national, parce que le mouvement national ne se réduit pas au mouvement indépendantiste au Québec. Je constate que nous assistons en fait à deux impasses, pour reprendre votre terme. C'est à la fois l'impasse fédéraliste. J'entends par fédéraliste ceux au Québec qui estiment que le Canada n'est pas un pays vraiment fédéral, qu'il faut le réformer davantage pour atteindre un meilleur équilibre des pouvoirs, notamment pour laisser une plus grande place au Québec. Et ça a été au fond l'ambition de bien des Québécois depuis Jean Lesage jusqu'à Robert Bourassa. Et bien sûr, l'autre impasse, c'est l'impasse indépendantiste. Mais j'ai l'impression que dans un cas comme dans l'autre, on est allé jusqu'au bout de certaines possibilités, de certains langages, de certaines stratégies. Et sans doute qu'il faudra, si on veut sortir de cette double impasse, peut-être prendre un certain recul par rapport à ce qui a été jusqu'à maintenant le fond de ce mouvement national, qu'il soit fédéraliste ou indépendantiste. Et par exemple, une chose me frappe, vous m'aviez dit tout à l'heure que le Canada est monarchiste, je dirais il est aussi impérial. Et le propre d'un empire, c'est bien sûr de tolérer, même d'encourager une extraordinaire fragmentation du pouvoir et empêcher l'émergence, bien sûr, d'un corps politique bien intégré. Je vais vous donner un exemple de ça, et cela me frappe. Oui. Regardez au Québec comment se déroule notre vie municipale. Ah ben oui, c'est ça. Nous avons pour chaque ville des partis politiques qui sont propres à cette ville. Vous allez ailleurs, en France, aux États-Unis, en Angleterre, on a ce qu'on appelle des systèmes politiques intégrés. C'est-à-dire de la municipalité jusqu'au national, ce sont les mêmes partis qui se disputent le pouvoir. Ici, c'est l'inverse. Nous avons une dissociation spectaculaire qui fait partie de notre condition politique. Et sur cette formule tout à fait éloquente, ce sera la fin de notre échange. Marc Chevrier, je vous remercie infiniment de votre présence avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, à La Vie des idées, je recevrai Carl Bergeron, essayiste, auteur de Voir le monde avec un chapeau, et Bruno Lalonde, libraire, autour d'une discussion sur le thème « La culture québécoise est-elle une culture émancipatrice ?» Merci à vous, à la semaine prochaine.